On fait un cessez-le-feu parce qu'on a réussi à nos objectifs. Au bout du compte, il n'y a aucune raison de continuer à recevoir des missiles sur la tête. On a arrêté au maximum le programme nucléaire, on a détruit tout le programme nucléaire, on a tué le maximum de cerveaux de ce programme nucléaire, on a détruit les archives du programme nucléaire. Maintenant, la seule solution à long terme, au bout du compte, maintenant, c'est le changement de régime. Nissim Slama, bonjour, Boker Tov. Bokartov, bonjour, comment ça va? Eh bien, nous, ça va. J'espère que chez vous, ça va aussi. Mais effectivement, on peut avouer que ce matin, on est plutôt dans une phase d'incertitude et d'attente. On essaye de voir effectivement si ce qu'a annoncé le président américain Donald Trump se concrétise. Un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui aurait été donc validé par Benjamin Netanyahou lors d'une conversation téléphonique avec le président américain hier. Et Benjamin Netanyahou aurait fourni donc ces dernières données concernant ce cessez-le-feu au ministre du cabinet restreint durant la nuit. Alors la première question que je vous pose, c'est: est-ce que c'est bon pour nous, ce cessez-le-feu? C'est bon pour l'État d'Israël aujourd'hui? C'est un intérêt de tous les partis. C'est un intérêt de l'Iran qui veut à tout prix arrêter les attaques contre l'Iran. Au bout du compte, on les a vraiment battus sur ce coup-là. Et donc l'Iran, c'est très important pour sauvegarder aussi le régime, qui est la chose la plus importante pour l'Iran d'arrêter. Pour nous, au bout du compte, on a une population civile qui ne peut pas vivre dans une guerre d'usure et recevoir des missiles. On parle de gros missiles qui détruisent des quartiers entiers. On est obligé d'arrêter au bout d'un moment, et au bout du compte, on a réussi les objectifs qu'on se cherchait. Les trois objectifs d'Israël, c'était d'arrêter le programme nucléaire, c'était d'arrêter au maximum le programme des missiles balistiques et de faire le maximum de mal aux missiles balistiques, à l'arsenal des missiles balistiques. Et la troisième chose, c'est d'aider au maximum les Iraniens eux-mêmes à se révolter contre le régime, et donc d'attaquer tous les outils de répression du pouvoir, la prison de Evin, les gardiens de la révolution, le Bassige, etc. Au bout du compte, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, c'est aux mains des Iraniens. Quand je parle des mains des Iraniens, je parle du peuple iranien. Oui. Alors, donc, au bout du compte, on a intérêt de tous. Je voudrais revenir, avant de revenir sur effectivement les Iraniens et sur le fait, on va dire la participation d'Israël à une tentative de rébellion, de soulèvement de la part du peuple iranien. Est-ce que aujourd'hui finalement ce cessez-le-feu, même si ça sert d'une certaine manière les intérêts d'Israël, c'est le prix à payer après que les Américains se soient engagés aux côtés d'Israël et détruit la centrale de Fordo et d'autres centrales nucléaires iraniennes? Avoir un cessez-le-feu, arrêter de recevoir des bombes et de faire la guerre, c'est pas tellement un prix, c'est une récompense. On fait un cessez-le-feu parce qu'on a réussi à nos objectifs. Au bout du compte, il n'y a aucune raison de continuer à recevoir des missiles sur la tête. Donc, c'est pas un prix à payer. Même si les Américains ne s'étaient pas... Disons, vivons dans un monde alternatif. Oui. Les Américains ne se mêlent pas. Ok, on vit dans un monde alternatif. Au bout du compte, Israël doit détruire la base de Fordo, doit détruire encore plus les Namtaz, donc les sites des centrifugeuses. On trouve une solution. Il y avait beaucoup de solutions qui existaient pour Israël, qui étaient beaucoup plus compliquées que d'envoyer les Américains et les B2. Mais on va dire, ça prend encore quelques jours pour trouver une solution. On le fait. Au bout du compte, dès qu'on a fait ça, on n'a aucune raison de continuer. On a arrêté au maximum le programme nucléaire. On a détruit tout le programme nucléaire. On a tué le maximum de cerveaux de ce programme nucléaire. On a détruit les archives du programme nucléaire. Maintenant, la seule solution à long terme, au bout du compte, maintenant, c'est le changement de régime. Et le changement de régime, c'est pas entre les mains d'Israël, il n'y a que le peuple iranien qui peut changer le régime iranien. Israël peut aider, Israël peut détruire les symboles du pouvoir, Israël peut montrer la faiblesse du régime à son peuple, mais au bout du compte, maintenant, ça passe dans les mains du peuple iranien. Et vous pensez que l'État d'Israël a donné, on va dire, justement au peuple iranien les moyens d'aller jusqu'à faire chuter le régime aujourd'hui tel qu'on le voit? Non, Israël ne donne pas les moyens au peuple iranien parce que Israël ne va pas se battre avec les Iraniens, et en plus on ne sait pas comment ce changement de régime va se passer. A priori, ça va se passer dans l'année qui vient ou dans les quelques années qui viennent. On parle d'un moyen terme, tout simplement parce que à partir du moment où Israël a détruit toute l'infrastructure militaire des Iraniens, toute l'infrastructure de répression, mais surtout militaire, c'est un coup au niveau de la morale. C'est en fait, et on a montré la faiblesse du régime à son peuple. Quand on perd une guerre, et c'est après de perdre la guerre, c'est l'occasion pour le peuple de se réveiller, de dire: ah ben mince, ces gens-là que je prenais pour des gens qui étaient tellement puissants et tellement dangereux, au bout du compte, ils sont plus faibles qu'ils ne paraissent. C'est ça l'idée. C'est plus l'idée que demain, quand Internet reviendra en Iran,
quand les Iraniens se réveillent demain, dans les mois qui viennent, et qui regarderont autour d'eux, et qui regarderont tout l'argent qui a été mis dans le programme militaire, tout l'argent qui a été mis dans le programme balistique, dans le programme nucléaire, et qu'au bout du compte, tout cet argent qui devait aller pour leurs hôpitaux, pour leur électricité, pour l'essence, pour leur vie à eux, aux Iraniens, et que tout ça, ça a été détourné, et qu'ils se disent, eh ben, ces gens-là qui ont ce régime répressif, au bout du compte, il est beaucoup plus faible que ce que je pensais, donc c'est là que la révolte va commencer. Ça va prendre un peu de temps, pour l'instant, je pense que les Iraniens, ils sont encore sous le choc, c'est pas tout de suite. Israël ne prend pas parti dans ce qui, et ne doit pas prendre parti dans ce qui se passe en Iran. On veut pas être les impérialistes américains qui arrivent en 1953 et qui font chuter le premier ministre Mossadegh et le premier ministre iranien. On veut pas être dans cette situation-là. Au bout du compte, le message aux Iraniens doit être très clair. On est amis avec vous, on est égaux avec vous, on est des peuples amis, et c'est là que ça va venir. Les deux lions, le lion de Cyrus et le lion de Juda, doivent être amis. Alors, je voudrais, pour essayer de vous poser une question de rebondir sur ce que vous dites à l'instant, imaginons que on soit au milieu de la Seconde Guerre mondiale et que le tyran ne s'appelle pas Khamenei, il s'appelle Adolf Hitler. Est-ce qu'il n'était pas légitime pour l'État d'Israël d'aller jusqu'à éliminer Adolf Hitler? Et donc la question que je pose, c'est pourquoi finalement Israël ne va pas jusqu'au bout pour éliminer Khamenei et donc détruire ce régime qui, tant qu'il existe, ce régime, eh bien, il menacera l'existence de l'État d'Israël, même s'il n'a plus les moyens au niveau du nucléaire. Ok, d'abord il faut bien comprendre, Khamenei c'est le guide suprême, mais au bout du compte, si Khamenei demain est tué, il a des remplaçants. Déjà on a deux remplaçants, l'un c'est le petit-fils de Khomeini, et l'autre c'est le fils de Khamenei, Mojtaba Khamenei. Et ces deux remplaçants, c'est des gens qui sont un peu plus jeunes et un peu plus actifs que Khamenei. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs idées par les Alliés d'attaquer et de tuer Hitler. Oui. Au bout du compte, les Alliés, les Anglais ont décidé, les Américains ont décidé de ne pas tuer Hitler, tout simplement parce que Hitler lui-même faisait des erreurs. Et faisait des erreurs cruciales, et permettait en fait l'existence de Hitler, ça permettait aux Alliés de gagner la guerre, parce que chaque fois, il l'attaquait dans des endroits où il fallait pas attaquer, etc. Au bout du compte, on est plus ou moins, à mon humble opinion, dans la même situation en Iran. Khamenei, c'est quelqu'un qui est très vieux, il a 88 ou 89 ans, quelque chose comme ça, et qui fait énormément d'erreurs, qui est et qui dit les choses telles qu'elles sont, qui attaque de manière claire, de manière très antisémite Israël, etc. Il se peut fort bien que le remplacer par quelqu'un d'autre, c'est pas la meilleure chose à faire. Et c'est pas qu'il n'y a pas de remplaçant. Si demain il est tué, eh ben tout de suite il y a un remplaçant. Le régime, il est beaucoup plus grand que Khamenei. Au bout du compte, c'est pas du style un dictateur comme Saddam Hussein, que c'est le dictateur et c'est tout. C'est un régime de pensée, c'est une idéologie ce régime. C'est une idéologie très on peut dire, vous avez comparé à Hitler, bah, c'est la même chose. Si Hitler il avait été tué, au bout du compte, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait remplacé, et l'Allemagne elle-même était nazie. Contrairement à l'Iran, et c'est ça la grande différence avec l'Iran n'est pas le régime. Il y a une vraie différence. La plupart des Iraniens détestent leur régime. Le soutien au régime est de 15-20% en Iran. La plupart des Iraniens comprennent que le régime ne les représente pas. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne sur la personnalité, on va dire, dominante de ce conflit du côté israélien, c'est Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou, dont bien entendu le leadership était très fortement contesté jusqu'au début de cette guerre contre l'Iran, et qui aujourd'hui fait l'objet d'une sorte de consensus assez inattendu, assez exceptionnel. Tout le monde se range derrière Binyamin Netanyahou, y compris des membres de l'opposition qui l'ont critiqué de manière très virulente. Comment vous expliquez cela? Je pense que c'est plus derrière l'attaque contre l'Iran, parce que tout le monde comprend que c'est une menace existentielle que être derrière Netanyahou. C'est toujours la même chose, vous savez, c'est l'union sacrée. Au bout du compte, on est face à une menace existentielle. Et ça prouve cette chose au bout du compte qu'au-delà des disputes et des guerres fratricides qu'on voit dans les rues, au bout du compte, on est tous frères. On est frères, on est un seul peuple, j'en parle depuis longtemps, c'est quelque chose que depuis longtemps on en parle, on est un seul peuple, et même quand on se dispute, même quand on n'est pas d'accord, il y a des disputes qui sont très graves, on peut crier dessus, mais quand on se retrouve devant un ennemi commun qui veut nous tuer, on se bat. Et c'est la même chose que moi, la semaine dernière, j'étais encore à l'armée, on m'avait rappelé pour cette opération. J'ai à côté de moi des officiers qui sont de tous bords politiques et qui pensent le contraire de moi. Au bout du compte, on est frères, on bat ensemble. Et pour une fois, dans la classe politique, ça s'est passé la même chose. On va voir ce qui va se passer demain, où ça va reprendre tous les attaques contre Netanyahou, etc. vont absolument reprendre, c'est très très clair. Et d'un autre côté, faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que Netanyahou va être réélu. Je rappelle que Churchill n'a pas été réélu après la Seconde Guerre mondiale. Simplement parce que les Britanniques ont subi pendant les bombardements, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils s'en souviennent. La même chose, on a déjà pratiquement une trentaine de morts en Israël et des bombardements iraniens. Donc, au niveau de la politique, il y a une union sacrée. Pendant la guerre,
Ne vous inquiétez pas, dans une semaine, tout va reprendre. Alors, je voudrais maintenant revenir sur l'autre front dont on parle, et on va certainement en reparler maintenant, puisque dans les éditoriaux, en tout cas, de ce matin, on parle déjà de cela. Une fois que la guerre se termine avec l'Iran, il faut revenir à Gaza et voir qu'est-ce que l'on fait de la bande de Gaza. Et je vous pose la question de but en blanc. Est-ce que c'est pas peut-être le moment aussi de mettre fin à la guerre à Gaza ? D'abord, je pense que la victoire en Iran va vraiment faciliter les choses à Gaza au niveau de faire un deal pour avoir le reste les 20 et les otages restants vivants encore. On a encore une cinquantaine d'otages, dont 20 qui sont vivants. Et ça va vraiment, parce qu'au bout du compte, Israël a montré sa force. Il n'y a que montrer sa force qui ramène les otages, en montrant voilà ce que je peux faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien comprendre, à Gaza, on a un objectif double. Ramener les otages, c'est un objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'éliminer le Hamas. Maintenant, à mon humble opinion, je pense que l'objectif d'éliminer Hamas est beaucoup plus important que les otages. Ok? Mais c'est mon opinion personnelle, c'est pas l'opinion de la majorité des Israéliens. La majorité des Israéliens pensent que les otages, c'est encore plus important. Mais au bout du compte, on est obligé d'éliminer le Hamas. Le problème, c'est que pour éliminer le Hamas, il faut que quelqu'un le remplace. Et que personne n'est prêt à le remplacer. C'est pas l'autorité palestinienne qui n'est pas mieux que le Hamas en passant au niveau idéologique et qui, c'est juste qu'ils utilisent d'autres moyens, qui va le remplacer. Et ils se sont fait exploser par le Hamas en 2007, donc ça change rien. C'est d'autres États arabes dont personne ne va remplacer. L'Égypte ne va pas remplacer. Personne ne peut remplacer le Hamas à part Israël. Et tant que les Israéliens ne comprennent pas ça, et ne comprennent pas qu'au bout du compte, Israël doit rentrer à Gaza et prendre la responsabilité de la population civile à Gaza. On a commencé un peu avec les centres de distribution, mais au bout du compte, c'est la seule solution sur le long terme à Gaza. Les Israéliens ne sont pas encore capables de comprendre ça. Ils veulent pas le comprendre. Ils disent on fait tout pour ne pas prendre la responsabilité de Gaza, et donc pour l'instant, Gaza reste dans une sorte entre les deux. Ok. Au bout du compte, ce que je pense sur le court terme, sur le moyen terme, c'est qu'on va recevoir les otages, on va faire encore un nouveau deal à Gaza, et Hamas va rester plus ou moins, et il risque d'avoir vraiment une sorte de chaos le plus total à Gaza. Mais au bout du compte, la seule solution sur le long terme à Gaza est d'occuper Gaza. La plupart des Israéliens refusent d'accepter cela, mais c'est ce qu'il y a. C'est la réalité. Alors, on revient un peu sur la politique intérieure. J'écoutais hier Yuli Edelstein, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, qui révélait que si la Knesset avait voté sa dissolution, comme il en était question il y a 2 semaines, jour pour jour, eh bien, l'opération israélienne en Iran n'aurait probablement pas eu lieu. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que finalement, on doit aller vers des élections, ou alors aujourd'hui, en surfant sur cette vague de cohésion nationale, eh bien, Benyamin Netanyahou peut-être proposer la formation d'un gouvernement d'union nationale pour les quelques mois qui restent avant des élections peut-être même au bout du mandat du gouvernement. À mon opinion, il faut proposer un gouvernement d'union nationale au parti sioniste qui se trouve au centre-gauche. Je parle de Gantz, même de Lapid. Le problème, c'est, je pense pas qu'ils vont accepter. Même pendant la guerre, au bout du compte, ils sont pas rentrés dans le gouvernement. Ils auraient pu rentrer dans le gouvernement dans la semaine dernière, les 2 dernières semaines, et ils l'ont pas fait. En gros, en Israël, on a 2 grands problèmes. Le premier problème, c'est l'histoire des Haredim, des ultra-orthodoxes, et de leur participation à la vie israélienne. On demande pas à les changer, mais ils doivent participer au niveau de l'armée et au niveau de l'économie. Et le deuxième grand problème, c'est la tyrannie des juges, la tyrannie de la Cour suprême, qu'on le voit tous les jours. Okay, comment ils dérangent même la sécurité d'Israël. La sécurité d'Israël est en péril à cause de ces juges, à cause de cette Cour suprême, à cause de la conseillère juridique. Et chacun voit un des problèmes comme le plus important, sans comprendre qu'au bout du compte, ces 2 problèmes, ils vont ensemble et qui s'aident les uns l'un. Chaque problème aide, en fait, et rend plus profond l'autre problème, si vous voulez. La raison pour laquelle il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, c'est vraiment une question de confiance, que personne ne fait confiance à l'autre côté. À titre personnel, ce que j'espère, c'est que le gouvernement continue à fonctionner jusqu'à la fin de son mandat, donc ça sera vers 2026, dans un an et demi, de manière à ce que peut-être aux prochaines élections, il y a un nouvel acteur politique qui rentre en jeu, et que cet nouvel acteur politique vienne et demande de manière très claire à régler ces 2 problèmes. En disant à Netanyahou, je suis avec toi, mais à condition qu'on règle le problème des Haredim, le problème des ultra-orthodoxes. Quand on parle de problème, c'est pas les ultra-orthodoxes leur problème, c'est leur non-participation à la vie de l'État. Et en même temps, on est obligé de faire une réforme pour ramener la démocratie en Israël. Il faut comprendre ces 2 choses en même temps. Donc, la raison pour laquelle
pour l'instant des élections, c'est pas la meilleure chose. C'est tout simplement parce que cet acteur politique n'existe pas encore. Ok, on l'a bien compris. Merci beaucoup Nissim Slama de nous avoir expliqué très clairement. Hein, c'était très intéressant de vous entendre ce matin cette situation et pourquoi, selon vous, eh bien, il est important d'arriver effectivement à ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Merci beaucoup Nissim d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Je rappelle juste mon podcast. Ah oui, effectivement, votre podcast décryptage. Israël Décryptage, le nouvel épisode vient de sortir dans la nuit sur l'Iran et Israël, sur l'actualité. Merci beaucoup de m'avoir Eh bien sûr, on dirige nos auditeurs vers ce podcast Israël Décryptage, le podcast de Nissim Slama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.